Alright. Guillaume Falardeau, comment ça va, mon vieux? Ça roule, toi? Ça roule. Aujourd'hui, on se cranque une petite capsule qui va extraire de ton expertise légale et tech, et etc. Un des sujets qui revient souvent de ton côté, et puis plus rarement du mien, mais c'est correct, on parle pas de moi. C'est au niveau du, comment dire, un starter kit ou un package de départ. Mhm. N'importe quel startup ou SaaS qui se lance puis qui désire lever du financement éventuellement doit avoir comme des bases en termes de documents légaux, en termes de constitution de compagnie ou de convention, etc. Puis ce que tu me disais offline, c'est qu'il y a un paquet de monde que c'est comme une question récurrente, mettons, de ton côté. Fait que ma question pour nous starter sur cette discussion-là, qu'est-ce qu'un SaaS va avoir besoin d'un point de vue légal pour être VC ready, mettons? Mhm. Ouais, c'est une bonne question. Euh, Souvent, là, la règle de pouce, là, où ça vaut la peine de se positionner, c'est tu sais, le, le setup de documents juridiques, là, le nombre de documents que tu as besoin, puis le style des documents que tu as besoin pour une compagnie qui a un bon potentiel de lever du financement, SaaS ou n'importe quel business, disons, tech, VC backable, va être quand même différent ou pas mal substantiellement différent de si par exemple tu as un pet shop ou genre une business plus traditionnelle, là, disons une PME Mm. manufacturière. Fait que je dirais que tout ce qui est les connaissances juridiques traditionnelles sur comment structurer puis monter une compagnie PME traditionnelle est bien connue. Là. Je veux dire, tu vas voir n'importe quel avocat, n'importe quel notaire, pas mal tout le monde va faire l'incorporation, la convention actionnaire, des petits contrats sur le base et tout ça, de base tout ça. Puis ça, c'est pas mal, c'est connu, là, y a pas de surprise là-dessus, il y avait des années que tout le monde fait ça. Ou que il peut avoir tu sais, un- des particularités, c'est lorsque tu as un objectif précis, comme dans notre cas, lever du capital, ben, ça vaut la peine de réfléchir en amont à, bon ben, en sachant que des investisseurs vont regarder ces documents-là, vont vouloir investir du capital, vont avoir des actions dans cette compagnie-là, vont être partis à la convention d'actionnaire, ben, comment est-ce qu'on se prépare en amont pour être sûr que les documents qu'ils vont recevoir vont être familiers pour eux, que ce soit pas, que ce soit pas complètement farfelu, puis que ce soit bien aligné avec ton objectif de lever du capital. Hmm. Donc, Qu'est-ce qu'on fait? J'essaie-tu de deviner c'est quoi, mettons? ouais, ouais, let's go. OK. Euh, Il y a certaines similarités qu'on peut tracer entre lever du capital et vendre ta compagnie, je pense. Mhm. C'est-à-dire que dans la vérification diligente, dans certains des documents qui vont devoir être partagés à l'autre partie, il va y avoir des similarités. Yes. Je dis pas que c'est pareil, mais bon. Fait que j'imagine que une trace propre de qu'est-ce qui se passe avec la propriété intellectuelle, mettons, c'est peut-être une des choses, mais je sais comme pas si c'est dans le starter kit. Fait que Mhm. éduque-moi. Ouais, ça va être dans le starter kit. Donc, Ok. traditionnellement, ce que les gens faisaient, puis là, je vais faire souvent le parallèle entre business traditionnel versus Ouais. VC-backed, juste pour être capable de voir la nuance, puis c'est assez intéressant, Ok. en tout cas, de mon point de vue. C'est par exemple, mettons, une business traditionnelle, dont tu pars un pet shop demain avec ta sœur, vous allez, bon, incorporer la compagnie. Jusqu'ici, l'incorporation, là, vraiment similaire. Euh, vous allez avoir sûrement un contrat d'emploi. Dans ce contrat d'emploi-là, pour une compagnie traditionnelle, tu vas avoir les termes standards, ton salaire, tes vacances, Mhm. les préavis de fin d'emploi, ces choses-là. Mais comme tu as bien mentionné, lorsque tu arrives dans une compagnie où la propriété intellectuelle joue un rôle super important dans la valeur de la compagnie, que ce soit au niveau de la vente ou au niveau de la levée de financement, ben, l'investisseur, lui, va vouloir s'assurer que la compagnie à laquelle il investit, que son actif principal, qui est la propriété intellectuelle, est bien dans la compagnie elle-même. Exact. Ouais. Donc, ça, tu peux le gérer au niveau du contrat d'emploi. Tu pourrais ajouter une clause de cession de propriété intellectuelle dans laquelle le fondateur dit, ben, je m'engage à ce que tout ce que je crée dans le domaine, dans le rôle de mon emploi avec cette compagnie-là soit cédé à la compagnie. Par contre, une des particularités qu'on a souvent avec des compagnies VC-back, c'est que à la journée 1, la compagnie n'a souvent pas l'argent pour commencer à payer le plein salaire de ses fondateurs. Des fois, il y a même des gens qui vont collaborer temps partiel sur le site sans rémunération. Et il y a aussi beaucoup, souvent, de freelancers du monde à l'externe qui vont contribuer. Mm. Exemple, tu peux utiliser une agence no-code, par exemple, pour faire un petit début de prototype. Tu peux engager un gars sur Upwork ou Fiverr pour faire des designs. Donc, souvent, tu n'as pas ce contrat d'emploi-là que tu peux leur faire signer.
Donc souvent, est-ce que tu as un guess de la forme que ça prend, ce document-là? Ce qui Ben, remplacerait c'est le... là que c'est la seule chose que moi je savais, mettons, par le peu d'expérience que j'ai là-dedans, c'est que nous, mettons, avec Snipcart, on s'est rendu compte que, oh, tu sais, dans certains contrats d'emploi, on n'avait pas nécessairement pensé à ça, fait qu'il a fallu en reproduire certains, Mhm. en faire signer à différentes parties ou whatever. Fait que la notion d'inclure une clause par rapport à la propriété intellectuelle dans les contrats de travail, ça, je connaissais ça. Mais là, quand tu me balances, mettons, les third parties, comme un freelancer ou une personne qui était genre temps partiel, des fois, ils sont dans d'autres pays, payés dans d'autres currencies, whatever. Là, je suis comme mêlé, là. Je sais pas c'est quoi que je ferais, mettons. Mhm. Ouais, ben, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est que tu ferais un contrat séparé pour ça. Un contrat OK. qui s'appellerait, tu sais, en français, en tout cas, ça prend souvent des noms différents, mais ça pourrait être, tu sais, convention de cession de propriété intellectuelle et de confidentialité, qui OK. essentiellement va gérer l'aspect, cession de propriété intellectuelle, tu sais, le site est assez self-explanatory, cession de IP, puis confidentialité. Fait que c'est comme un Ouais. NDA plus une clause de cession de propriété intellectuelle dans un document. Puis le bénéfice que tu as avec ce document-là, c'est que tu peux le rédiger assez large pour que ça fonctionne autant pour tes fondateurs, que tes employés, que tes freelancers, que tes OK. fournisseurs de services. Et tu n'as pas cette obligation-là de le mettre dans un contrat d'emploi où nécessairement dès le jour 1, tu dois déterminer le salaire du fondateur ou des choses comme Ouais. ça. Fait que c'est une espèce de. Tu sais, si c'est un template là, qui est vraiment simple, là, c'est le même pour presque toutes les compagnies, en tout cas de notre côté qu'on utilise. Et ce que ça fait, c'est que c'est jour 1, tu as ça dans ton package, tu sais que ça devient une règle à l'interne. Dès que tu as une personne qui contribue à l'API, la propriété intellectuelle, ben, tu en envoies un, tu le fais signer. Fait que c'est une case de Mais cocher. là, Guillaume, fait que ça, c'est un contrat de cession de propriété intellectuelle, Ouais. grosso modo, puis de confidentialité. Mhm. Euh, Là, on part de la prémisse qu'on fait un starter kit ou Ouais. un package de départ pour les documents légaux que tu vas avoir besoin quand tu veux lever du capital de risque. OK? Fait que ça veut-tu dire que par extension, si tu n'as pas ces documents-là, qui font partie du starter kit qu'on définit grossièrement aujourd'hui, ça peut être des embûches, mettons, quand tu vas être rendu à lever du capital? Ouais, c'est une bonne question. Ben, 100%. Parce que c'est certain que c'est dans la vérification diligente de tous tes investisseurs. C'est certain, là, comme c'est la première chose qu'ils vont regarder, c'est est-ce que tous tes employés, freelancers, contributeurs ont signé ce type de document-là, soit dans leur contrat d'emploi ou dans un contrat séparé. Tu sais, la forme n'est pas super importante tant que OK, c'est c'est bon. présent. Et ce qui va arriver souvent, puis ça on le voit de temps en temps, c'est l'investisseur va dire, ben OK, telle personne a contribué il y a 4 ans, elle n'avait rien signé, va lui faire signer maintenant. Puis tu sais, je dis un exemple, c'est un freelancer avec qui tu étais en mauvais terme parce qu'il avait botché la job, tu l'as pas payé, puis Hum. là après, tu sais, revenir courir après quelqu'un avec qui t'es pas en bon terme, puis dire, tu sais, s'il te plaît, signe ça de chemin. Genre, c'est pas ta Ah, meilleure puis expérience, là. l'histoire d'horreur peut être amplifiée si ça avait été supposé d'être une personne cofondatrice, puis là, finalement, il y a eu un falling out, puis elle a du ressentiment de pas avoir eu nécessairement des actions. Ça peut devenir vraiment lourd, vraiment vite, mettons. Ah ouais, exact. Puis tu sais, on le voit de temps en temps, des trucs comme ça, là, où tu vas avoir un ex-cofondateur qui a, tu sais, avec qui t'es en mauvais terme, tu lui demandes de signer des documents, puis tu sais, c'est quoi son incitatif à lui de collaborer, là, tu sais, il va juste Ouais. essayer de te strong arm pour essayer d'avoir de quoi en échange, fait que tu veux absolument éviter ça. Ça se gère super bien dès le début au jour 1. OK. Fait que ça fait partie du starter kit. On essaie de deviner, mettons, un autre élément qui en ferait Ouais. partie. Mhm. Euh... Et je sais pas si ça compte pour starter kit, mais genre, Mhm. quelque chose qui track ou qui suit comment l'équité a été distribuée en fonction, mettons, des ententes ou des engagements des cofondateurs au départ. Puis au début, quand tu lances ta startup, souvent, genre, tu penses que t'es marié aux meilleures personnes du monde ou genre que ces deux cofondateurs-là vont aller genre au front puis tout conquérir ensemble, mais des fois, il y a des late co-founders qui s'ajoutent. Mhm. Des fois, pour une espèce de mode de survie, tu vas aller lever de l'argent de famille et amis. Fait que là, dépendamment de si t'as fait une dette convertible ou pas, eux sont comme sur ta table de capitalisation, ça. Fait que Mhm. je sais pas comment le formuler exactement, mais I guess une- un track record très clair de qui possède quoi, selon quelles conditions, Mhm. Ouais. où on est trop tôt dans le starter kit, dans le fond, pour avoir même ça. Ouais, ben je te dirais que c'est souvent trop tôt dans le story. Ben, ça va dépendre. Tu sais, ben, ce que tu fais référence, c'est une cap table, là, ou table de Table de capitalisation. capitalisation, ok. Et ça, tu sais, la façon traditionnelle de le faire, c'est tu sais, un Excel là, avec le nom des personnes, le nombre d'actions, le nombre de votes et tout ça. Et tu sais, au début, c'était deux cofondateurs
c'est 50-50 en action ordinaire, c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose à tracker. Ça va être dans ton, ça va être dans un de tes registres là, de ton livre de minutes de ta compagnie. Mais effectivement, dès que tu commences à lever du capital, dès que tu as plus de, exemple, tu as un plan d'options, tu as des employés qui se joignent, ben souvent, bon, soit tu viens avec un Excel plus complexe puis tu fais juste updater ton Excel, ou sinon, il y a des fournisseurs de services de cap table. Tu as Carta qui en est un, il y a Poorly qu'on utilise beaucoup nous aussi, qui est un service en ligne de gestion de cap table. Puis, tu sais, c'est vraiment simple. Imagine un Excel avec quelques petites fonctionnalités autour de ça où tous les détenteurs d'actions ou d'options dans ta compagnie peuvent aller voir, peuvent regarder c'est quoi leur statut, c'est combien de pourcents de la compagnie qu'ils ont, puis ils peuvent même faire des modélisations, dire ah ben si on vend à tel prix, combien je vais avoir. Tu sais. Fait que ça fait partie du kit. Tu sais, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus tard dans la game, pas dans le starter pack, mais c'est utile, c'est sûr. Fait que moi, l'espèce d'élément que j'essayais de couvrir, c'est un peu au début, mettons, tu vas avoir des early employees, puis tu vas promettre peut-être de l'équité si les gens restent à un certain moment, ou avant même que ça s'appelle genre un ESOP, là, Employee Stock Option Plan ou whatever, ou entre cofondateurs même, tu sais, des fois t'as comme ces ententes-là de OK, ben tu sais, si tu ships ça ou si tu restes à ce point-là, ben là, tu vas avoir tant de pourcents de la compagnie puis tout. Puis là, je suis en train de me rendre compte que en théorie, si t'as bien fait tes affaires, ça va être dans la convention d'actionnaire déjà, genre. Ouais, c'est ça, c'est souvent la raison pour laquelle les gens vont documenter des promesses d'émission d'actions, c'est que, mettons, ils Ouais. n'ont pas le temps de documenter ça juridiquement correctement ou que, je sais pas, OK. ils ont pas l'argent pour ou des affaires comme ça. Mais tu sais, souvent, puis tu sais, on le voit de temps en temps, là, des gens qui nous arrivent avec, tu sais, voici un genre de, ils appellent ça un Memorandum of Understanding, là, un MOU ou genre une lettre d'intention qui dit, voici ce sur quoi on s'est entendu entre nous. Puis, tu sais, ça va dire, OK, ben lui a X%, lui a Y%, puis tout ça. C'est, je te dirais que c'est plus une béquille qu'autre chose. Normalement, dans un monde idéal, au jour 1, dans ton budget justement de startup, tu voudrais inclure, quand tu incorpores ta compagnie, tu émets les actions à tes cofondateurs. Si jamais, mettons, tu veux mettre un. Puis ça amène sur le sujet, là, le plan d'option, c'est un des éléments du starter kit. Tu mets ton plan d'option en même temps en place, tu émets des options à tes employés à ce moment-là. Donc, tu n'as pas besoin de gérer des promesses, des engagements, puis des risques de justement que l'employé quitte avant d'avoir fait ton grant d'options officiellement. Donc, tu fais tout ça en place, mets tout ça en place en même temps. OK. Fair. Puis, selon toi, parce que j'ai eu plusieurs discussions avec différentes personnes par rapport à la compensation employée, qu'elle passe par des stock option plans ou pas, mettons. Mais selon toi, majoritairement, le plus souvent, quand t'es pour aller lever du capital de risque, un ESOP, un Employee Stock Option Plan, ça va être déjà jour 1 dans ton starter kit légal. Genre, il Ouais. n'y a pas des founders qui décident along the way, genre, fuck it, dans le fond, nous, on fait pas ça. C'est comme, souvent, quand tu raises ça, ça fait partie de l'équation ou... Ouais, souvent, tu sais, je te dirais que c'est peut-être 50-50. Là. Il y en a qui disent qu'ils décident de le mettre en place au jour 1 parce qu'ils savent déjà, tu sais, ceux qui ont plus d'expérience aussi, là, tu sais, si t'es Ouais. un deuxième fondateur, tu pars une nouvelle business et tu sais que tu vas engager du monde rapidement, que ça va faire partie de la compensation de leur émettre des options. Les gens vont le mettre en place dès le début. Il y en a d'autres qui vont se dire, ben regarde, voyons voir comment ça va. Là. On va rester, mettons, les 2-3 cofondateurs pendant les premiers 6 mois. Voyons voir si on est capable de faire de quoi de pas pire. Puis une fois qu'on est rendu là, Ouais. puis qu'on commence à embaucher, là, à ce moment-là, on mettra un plan d'option en place. Ça permet aussi d'un point de vue cash flow, ben, tu repousses un petit peu le moment où tu dépenses pour ce plan d'option-là. OK. Mais il y en a beaucoup qui le mettent en place dès le début en sachant que anyway, ça va être inévitable dans les prochaines semaines. Je vais engager du monde anyway. Donc aussi bien le mettre en place. Puis, d'un point de vue marché de l'emploi, il y a, dépendamment de quel genre de profil t'embauches, la majorité des gens qui se joignent une startup tech qui veut aller à la lune puis faire de l'hypercroissance ont l'attente de avoir une certaine compensation. Puis tu sais, ça dépend des géographies, ça dépend du niveau de seniorité des employés que tu prends puis tout, mais c'est dans le discours commun, mettons. Ben oui, oui, parce que tu sais, souvent c'est un des avantages concurrentiels que la startup a versus un joueur plus établi. Ouais. Par exemple, tu as le choix entre, je sais pas là, t'as le choix entre aller chez Facebook ou être dans une startup d'un de tes amis tu sais, à Québec. Ben, un avantage inconvénient, tu sais que Facebook va te payer 4-5 fois plus cher, mais de l'autre côté,
les possibilités, puis évidemment, on peut toujours se tromper, là, mais les possibilités de croissance au niveau de l'équité du stock de Facebook versus du stock de ta compagnie privée à Québec sont vraiment différentes. Tu pars de une compagnie qui a plusieurs milliards de valorisation, je suis rendu à combien Facebook, versus une startup qui commence à pas grand-chose. Donc, la possibilité de faire un 100x sur ta startup est pas mal plus intéressante qu'avec Facebook. Évidemment, ça reste une analyse coût-bénéfice au niveau financier. Là. Il y a beaucoup de gens qui font juste ça. Le nombre d'options que tu reçois, le prix d'exercice, fait que la valorisation à laquelle les options sont émises puis vont être exercées va avoir son rôle à jouer. Là. Fait que c'est quand même une analyse qui vaut la peine d'être faite. Mais règle de pouce, c'est ça l'avantage compétitif de la startup, c'est la croissance future versus le cash disponible pour payer des gros salaires. Là. C'est l'avantage compétitif de la startup financée. Exact, 100%. Right. Genre, je vais recadrer qu'on parle d'une compagnie qui a l'intention de lever du capital de risque. Exact, ouais, 100%. Parce que, ton pet shop, pour revenir, mon pet shop, là, revenir à mon exemple de tantôt, le potentiel de croissance d'un pet shop est vraiment pas le même qu'une compagnie software VC-back où le potentiel ou ce qui est recherché dans la croissance de cette compagnie-là est pas la même. Donc, ça vaut la peine de se questionner sur si une grosse partie de ma rémunération est faite sous forme d'options, ça vaut la peine que je me pose la question de est-ce que je suis dans une business qui a un potentiel VC-backable avec un potentiel d'hypercroissance aussi? Parce que c'est là que tu vas aller chercher ton revenu plutôt que sur ton salaire. Mais ça me bug, puis démêle ça pour moi, mais on dirait que je me dis, shit, genre, t'as probablement pas de code d'écrit ou t'as presque rien de fait, puis là, t'es là, ouais, ok, voici le Employee Stock Option Plan, puis la valorisation de la compagnie, t'as sort de où, genre, le strike price, le prix d'exercice pour exercer tes options d'achat comme employé, il sort de où, genre, tu sais, t'as même pas encore levé de capital. Fait qu'on dirait que c'est confus, ce début-là, dans ma tête, genre. Ouais. Ben, ça avait une couple de points intéressants de discussion. Le premier, c'est si t'es un employé au début, là, au moment zéro, ben, potentiellement que ta valorisation est à zéro, là. Fait que c'est là où ta plus-value future, elle va être complète, là. Tu rentres pas dans une machine déjà en place qui a déjà 10 millions de valorisation. Tu rentres au moment zéro. Donc, ton buy-in initial, fait ton prix de souscription, il serait de zéro ou le prix d'exercice de tes options serait de zéro comme les autres cofondateurs. Fait que plus tu es tôt dans le processus, plus ton prix d'entrée est bas. Et donc, souvent, c'est pour ça que quand on voit les gens qui ont des exits ou qui font des exits avec le plus de outcomes dedans, c'est souvent des fondateurs qui sont là dans les débuts. Tu regardes, mettons, l'histoire de Facebook, par exemple, c'est les 2, 3, 4 premiers employés, c'est un outcome qui est absolument ridicule comparé aux gens qui sont venus par la suite. Même chose pour n'importe quelle startup ici. Fait que ça, c'est un des points intéressants que tu as soulevé. Le deuxième, c'est que tu n'as pas une ligne de code décrite, tu commences, ben c'est sûr qu'il y a une grosse portion là-dedans du CEO qui est un peu de vendre du rêve, là, de vendre sa vision oui, on n'a rien en ce moment, mais voici le plan de match, voici ma mission, voici où on va s'en aller. Puis c'est un skill set vraiment utile puis qui est tough à avoir aussi, mais c'est ça qui fait que tu es capable de partir d'absolument rien, pas beaucoup de ressources financières, puis de monter une équipe pour arriver à ce que tu veux faire. Là. Exact. Puis, est-ce que, là, je sais pas si on déborde dans cet item-là, mais ça m'intéresse, fait que je vais y aller. Est-ce que les VC qui vont rentrer sur un seed round ou un... Ben ouais, là, on parle du début, fait I guess pre-seed ou seed, là. Est-ce que ils vont être capricieux ou demandants sur la quantité de stock options que tu as émis pour tes early employees ou même le strike price et ou la valo que tu leur avais comme suggéré? Ouais, une couple de trucs. Fait que, une chose super importante à garder en tête, là, puis on se le fait souvent demander comme question, c'est que tes investisseurs vont pas payer pour ces options-là. Puis là, je vais m'expliquer. Là. Donc, tes investisseurs qui rentrent, si tu as un plan d'options déjà mis en place, ils vont peut-être te demander de l'augmenter jusqu'à un certain pourcentage. Fait que, si par exemple, tu avais un plan d'option de 5% de ta compagnie que tu avais émis à des employés, quand ils vont rentrer à ton pre-seed, ils vont peut-être te dire j'aimerais ça que tu l'augmentes à, disons, 10% de ta compagnie. Fait que tu réserves un nombre additionnel d'actions disponibles pour émission dans ton plan d'option. Et cette augmentation-là, c'est pas habituellement ton investisseur qui va payer pour dans sa dilution. En d'autres termes, ton investisseur va pas être dilué
par Ouais, c'est bon. l'augmentation du plan d'option, il va te faire augmenter ton plan avant qu'eux investissent. Donc, C'est pour ça. ton Ouais, tu me l'avais investisseur, déjà dit, ça. Ouais. ah, ça, on a peut-être eu la discussion. Donc, l'investisseur a un bon incitatif de un à ce qu'il soit déjà en place, qu'il soit suffisamment grand et qu'il soit émis à des employés parce que de toute façon, l'investisseur ne paie pas pour, tous ceux qui sont arrivés avant lui qui vont payer pour. Et donc, tes investisseurs vont vouloir que tes employés clés soient, entre guillemets, attachés avec des options, qu'il y ait un incitatif financier suffisamment élevé pour rester dans le bateau avec tout le monde, puis que quand ça commence à shaker pas mal, ils ne sautent pas en bas tout de suite. Fait que sinon, comment est-ce que le VC perçoit les employee stock option plans ou la notion de dilution? Y a-tu des termes à explorer ici pour les fondateurs? Ouais. Ben, il y a, comme on disait, il y a un des aspects qui est certain, c'est que ton VC va vouloir que tu aies un plan d'option en place pour avoir un incitatif financier suffisant pour tes employés clés. Ouais, ouais, Puis, ouais. comme on disait, eux, ils payent pas pour. All good, ils vont vouloir que ce soit mis en place avant qu'ils investissent. Jusqu'ici, assez simple. Au niveau des termes de vesting et tout ça, ça c'est un des éléments qui va souvent être discuté parce que étant donné que l'objectif principal, puis je vais expliquer c'est quoi du vesting et tout ça, mais l'objectif principal du plan d'option, c'est un, rémunérer les gens, mais deux, aussi les garder un incitatif Attaché. financier long terme, attacher les gens autour de la business. Donc si euh, ton employé a les options dès le jour 1, qui a la totalité des options, qui peut partir demain puis les garder, ben, tu n'as pas d'attachement, tu n'as aucun attachement à la compagnie. Donc, ça devient un risque pour l'investisseur de voir une grande quantité d'employés sauter du navire le lendemain, garder leurs options, puis tu as ce qu'on appelle du bois mort sur ton cap table, fait que des gens qui contribuent plus à la croissance de la compagnie, mais qui ont quand même une position importante en actionnariat dans la compagnie ou en option de la compagnie. Et ça, c'est des options que tu ne peux pas réutiliser puis réémettre à d'autres mondes, à d'autres nouveaux employés qui viendraient les remplacer. Donc souvent, ce que ton investisseur va regarder, c'est quoi les termes de vesting de tes options. Puis le vesting, c'est la cédule d'acquisition dans le temps. Fait que quand tu reçois des options comme employé, habituellement, tu les reçois pas, tu peux pas les exercer puis avoir des actions automatiquement dès le jour 1. Ça Mhm. va être une acquisition, tu sais, souvent c'est 4 ans, euh, 4 ans de vesting avec 12 mois de clip, là, ce qu'on appelle, c'est le premier 12 mois, tu n'auras rien. Donc, tu reçois ton octroi d'option, ça te dit, bon, ben, tu as le droit d'avoir jusqu'à, disons, 4000 actions de la compagnie. Ton premier 1000 sur 4000, tu vas l'avoir après 12 mois. Mhm. Tu vas pouvoir l'exercer après 12 mois. Ensuite, tout ce qui reste, fait que le dernier 3000 options, tu vas pouvoir l'exercer mensuellement au maximum sur une période de, disons, 36 mois. Fait qu'au total, ça implique que tu dois rester 4 ans dans la compagnie pour que la totalité des options que tu as reçues, tu puisses les exercer. Ça, Mhm. c'est la méthode de vesting, je te dirais, traditionnelle, standard. Il y a des gens qui font des trucs pas mal plus funky. Là. Tu sais, t'en as qui font des vestings comme exponentiels sur 6 ans. Là. Fait que tu commences à genre, t'as 1% l'année 1, 3% l'année 2, 6% l'année 3. Puis genre, c'est vraiment OK. backloadé. Là. Fait que genre, à la fin, t'as comme 80% ou 70% dans la dernière année. Là. C'est quand même intense. Fait que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mais là, ce qui est plus traditionnel, c'est sur 4 ans. Ça, ce que ça fait, c'est que si jamais tu pars après, disons, 2 ans, ben, la moitié de tes options, tu peux les exercer pour les avoir. L'autre moitié, tu les as perdues. Ils retournent dans le pool. Ils peuvent être réalloués à d'autres employés qui vont te Mhm. remplacer, par exemple. Puis le. Fait que le cliff, c'est basically la première barrière de temps que tu dois franchir avant de pouvoir seulement exercer tes options d'achat. Ton premier chunk d'options, ouais. Ouais, la première fraction de tes options d'achat. Mais après ça, tu as parlé d'une cédule de vesting qui était souvent mensuelle. Ouais, C'est-tu pas mal standard, ça? ouais c'est souvent. Il y a du monde qui le font vraiment annuellement sur 4 ans. Fait que, tu sais, 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois. Mais ce qui est le plus habituel, c'est vraiment tu as un cliff de 12 mois. Puis ça, c'est un peu la période test. Là, dire est-ce que l'employé, si ça fonctionne-tu avec cet employé-là? Je donne un an pour voir si ça fonctionne. Si jamais l'employé quitte ou se fait renvoyer avant le premier 12 mois, ben, il les a toutes perdues, ces options. Mais après, c'est mensuel. Puis l'idée, c'est de dire, ben, une fois que tu as passé cette période de test-là, ta rémunération est aux 2 semaines, disons, ton salaire en argent est aux 2 semaines. Donc, on n'a pas vraiment d'objectif, pas vraiment d'intérêt à ce que tes options soient acquis ou vestées sur une période annuelle. Si on va y aller, disons, mensuellement, ce qui va être un petit peu plus proche de ta rémunération normale, puis on veut pas comme t'accrocher au point de te forcer à rester par tranche de 12 mois dans la compagnie. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Puis, on dirait que j'hésite dans ma tête en ce moment parce que les options d'achat,
tout court, c'est une canne de verre, là, genre à ouvrir, là. Ça peut être complexe, mettons, puis je veux essayer de réancrer ça sur le starter kit, le package de Ouais, ouais. départ au niveau des documents légaux qui sont importants si tu veux lever du capital de risque. Fait que le VC va pouvoir regarder premièrement est-ce que tu en as un en place, Mhm. un Employee Stock Option Plan. Deuxièmement, est-ce qu'il est assez généreux? Mhm. Troisièmement, est-ce que les termes pour les cliffs ou le vesting ou le strike price, est-ce qu'ils sont raisonnables puis réalistes, mettons? Mhm. Euh, Puis qui vont pas générer du bois mort, comme tu dis, là, d'employés qui acquièrent trop facilement de l'équité puis qu'ensuite ils peuvent quitter puis juste rider le succès sans ajouter de valeur. Y a-tu d'autres choses, mettons, qu'ils vont checker ou qu'on devrait mentionner sur ça ou on bouge un Sur autre? le plan d'option, ouais, ben, il y a pas mal de trucs. Je te dirais peut-être la dernière chose, c'est quoi les paramètres tu sais, c'est quoi les paramètres d'exercice une fois que tu quittes? Tu sais, est-ce que tu Ah, dois les ouais. garder à tout jamais? Est-ce que tu as 30 jours pour les exercer? As-tu un an pour les exercer? Tu sais, à quel moment est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que si t'as pas fait de move, t'as pas fait ton chèque pour exercer puis acheter les actions sous-jacentes Mhm. à tes options, à quel moment on peut considérer qu'ils sont perdus puis qu'ils retournent dans le pool? Ouais. Ça, c'est un des Nous, éléments qu'ils c'était regardent. 3 mois, je pense, chez Ouais, c'est Duda. souvent T'avais 90 comme jours. un... Ouais. Il y en a, puis ça, c'est une question philosophique, ça se débat beaucoup. Tu sais, il y a des gens qui disent, ben, tu sais, l'employé, il est resté là, il est resté son 4 ans là, Son pour, droit, il devrait tu tout sais, le son droit temps... est acquis, c'est pourquoi il le garde pas à Hmm. tout jamais. C'est une question aussi tu veux aussi aligner la vision. Tu sais, si la personne est pas prête à faire un chèque pour les exercer, est-ce qu'elle croit vraiment à la compagnie, ou est-ce qu'elle essaie plus de comme free rider la croissance de quelqu'un d'autre? Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de débats philosophiques autour de ça. Puis je te dirais on en voit plusieurs. Là, tu sais, on voit souvent du 90 jours, mais il y en a qui disent, regarde, philosophiquement, pour mes employés, je pense que si on restait 4 ans, ils vont pas les perdre. On va leur OK. rester jusqu'à la fin. Fait que ça se discute souvent, là. OK. Puis, dans la mesure où, par exemple, t'en aurais pas de Employee Stock Option Plan ou que t'en as un, mais qui est un peu boboche, les VC, eux vont insister pour que comme tu mettes ça en place ou, tu sais, c'est... Ouais, ben souvent, c'est plus une question d'incitatif long terme. C'est OK, ben, qu'est-ce que tu as mis en place pour t'assurer que tel développeur, qui sont pas des cofondateurs, mais qui travaillent vraiment fort pour pas grand-chose, parce que t'as pas les moyens de leur payer 200 000 par année, C'est bon. qu'est-ce qui les attache? Fait que si t'es pas capable de trouver une réponse à cette question-là, les chances sont qu'ils vont dire, ben, mets-toi un plan d'option en place, là. C'est ça. Puis tout ça est juste pour être clair, c'est pas parce que les VC se soucient donc du bien-être de ces pauvres jeunes développeurs-là, c'est parce que ils veulent s'assurer que le talent qui va faire augmenter la valeur de l'asset dans lequel eux ils investissent reste puis crisse pas son camp. Exact, c'est ça. Excusez. Ouais, c'est ça, c'est la vie, là. Non, mais c'est Vraiment, correct, c'est un alignement d'incentives, là. ouais, exact, parce que, tu sais, on s'entend, puis comme on le disait tantôt, on part tu sais, on investit dans quelque chose qui est bâti sur genre du rêve, sur une vision. Fait que c'est qu'est-ce qui tient cette vision-là en place? C'est au début, souvent, c'est un alignement, et puis pendant longtemps, là, c'est un alignement incitatif, là. Fait que, Ouais. Puis, OK, fait que là, qu'est-ce qu'on a résume-moi ce qu'on a dans notre starter kit, ouais. là. Fait que là, je pense qu'on a deux documents. Fait que là, on a la session de propriété intellectuelle, Ouais, on a le plan d'option, c'est eux qu'on a discuté. On a pas ouais, mal d'autres. Fait que tu sais, si on continue dans cette lignée-là, dans une lignée similaire là, à celui de la propriété intellectuelle, c'est que si tu n'as pas de contrat d'emploi, par exemple, comme cofondateur ouais. ou comme employé, parce que je sais pas, tu décides tu payes de façon un peu aléatoire, tu n'as rien comme de fixe, tu es qu'un fondateur, tu prends l'argent quand il est disponible ou tu attends tes subventions, ben, tu n'as pas de contrat d'emploi. Il faut aussi que tu aies quelque chose pour protéger la non-concurrence puis non-sollicitation de tes employés puis tes clients puis tes fournisseurs. OK, Donc ça, ce non-compete, non-solicit-là se trouve habituellement dans le contrat d'emploi. Mais ouais, si tu n'en as pas, souvent on va le séparer, on va le mettre dans un contrat distinct, un peu comme on a fait avec la convention de cession de IP. On va le mettre ouais. dans un document distinct. Mais là, Guy, je suis en train de me dire, tu vas-tu, dans le fond, pour chaque fournisseur ou chaque freelancer ou Ouais. travailleur, Non, non. co-founder qui n'a pas encore de contrat, tu vas dire, ah, hey, voici un document pour la session de pays, voici un document pour la non-sollicitation, la non-compétition. Au final, t'es quasiment mieux de te ramasser avec, je sais pas, un contrat de travail qui est déjà fait et un contrat pour les externes, genre, déjà fait, je sais pas. Moins. Ben, tu pourrais. Ben, pour clarifier, le premier truc, non-compete, non-solicit, tu fais pas signer ça à tes fournisseurs externes, à tes freelancers. Non, c'est vrai. Tu fais ça, ben, puis, je veux dire, il y a du monde qui le font, puis c'est un peu agressif, là, mais
l'idée, c'est que tu veux garder ça vraiment, c'est souvent les cofondateurs qui vont signer ça. Ok, Donc, c'est bon. c'est ça. Puis tu sais, certains employés clés, tu peux le faire. Puis, tu sais, les employés clés, souvent, ça vaut la peine qu'ils signent aussi. Mais c'est pas quelque chose que tu fais signer à tout. Tu sais, tu vas pas signer ça aux freelancers sur Upwork, là. Fait que, T'as raison. puis oui, effectivement, tu sais, si mettons, tu as déjà tous les mécanismes en place pour faire un contrat d'emploi, exemple, tu as déjà assez d'argent pour payer des salaires fixes à tout le monde, je refais un contrat d'emploi puis package tout ça là-dedans. Hmm. Là. Tu vas pas te casser le vessique pour rien. Mais souvent, Parce que d'un point de vue, c'est ça qui me bosse, c'est que je me dis, d'un point de vue, mettons, frais légaux, faire produire un compte, c'est pas ça l'enjeu, en fait. C'est est-ce que la réalité early de ta startup permet de assumer des salaires et de verser des salaires, ou est-ce que non? Puis en fonction de t'es où dans ton statut, ben là, ça va pas nécessairement être les mêmes artefacts légaux que tu vas faire produire ou utiliser. Genre, ouais, exactement. Puis tu c'est sais, bon. puis c'est pas ça qui est compliqué à faire. Là. À la fin de la journée, c'est le même template pour tout le monde. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas comme si ça coûtait plus cher faire un contrat d'emploi que faire ça. Là. Tu sais, à la fin de la journée, c'est plus où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement? As-tu les moyens de payer des salaires fixes à tout le monde? Si oui, contrat d'emploi. Sinon, ben, on va te packager les clauses que tu as besoin en dehors du contrat d'emploi, puis ça, tu le C'est géreras bon. comme tu veux après. Là. Les clauses que tu as besoin pour être sûr d'être VC ready quand tu vas vouloir lever du cash. C'est Parce que ça. moi, pour avoir été exposé à un paquet d'autres compagnies différentes, je te garantis que les contrats de travail, les contrats de cession de propriété Ouais. intellectuelle, puis de non-solicitation, c'est pas tout le temps early dans l'équation. Non, non, c'est ça. Puis tu sais aussi, quand tu veux vendre, ça reste quelque chose que tu vas vouloir avoir en Absolument. place aussi. Là, parce que là, une Ah fois que ouais. tu vends la compagnie, ton acheteur va dire, ben là, c'est pas vrai que genre, une fois que j'ai acheté la business, Frank va aller travailler chez le compétiteur en face. Là. Fait que, Exact. puis tu sais, ils ont plein de façons de se protéger autrement. Là. Dans la convention d'achat d'actions, ils peuvent avoir des non-compete aussi. Mais Ah tout ça ouais. pour dire que tu sais, si tu es en place dès le début, tu te protèges toi, tu sais, vous vous protégez entre vous comme cofondateur en assurant que y a personne qui va aller partir une business compétitrice le lendemain ou qui va poker Ouais. des employés. Ce qui est legit, ouais, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une protection à l'interne autant que quelque chose que les investisseurs vont vouloir. Là. Puis, je prends un mini détour parenthèse, là, Ouais. mais tu vois-tu. Premièrement, vous avez des clients qui sont bootstrap, là, vous en avez Mhm. plusieurs. Je sais pas, vous avez pas juste Ouais, des ouais. VC fans Ouais. de clients. Euh, le Employee Stock Option Plan, donc le plan d'option d'achat, est-ce que tu le vois souvent, tôt, dans des compagnies bootstrap ou genre Non, pas tant? non, pas tant. Pas Ok. tant. Parce que ça peut avoir une valeur aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de bootstrappers que le end game, c'est de vendre, de faire une sortie, d'exit. Fait que Mhm. ça peut être un incitatif de rétention puis pour les employés. Là. Ah, 100%. On le voit de temps en temps aussi. C'est sûr que c'est moins habité, c'est moins fréquent. Puis aussi, tu sais, C'est bon. la culture VC fait en sorte que tu sais, tout le monde a des attentes à peu près similaires. Là. Tu sais, si tu pars une business avec l'idée qu'elle va être VC back, tu sais, toi, tu as déjà le scénario dans ta tête. OK, ben check, on va engager une team, on va mettre un plan d'option, on va engager du monde, on va lui raiser du cash. Fait que, tu sais, ton espèce de roue est déjà enclenchée, puis tu sais déjà où tu t'en vas. Tandis que du monde bootstrap, c'est souvent, hey, on a fait un projet sur le side, ça marche vraiment bien, on n'a pas eu besoin d'argent. Fait que, tu sais, on va continuer comme ça. Puis là, éventuellement, plus ça avance, là, ils se disent, ah ben là, tu sais, on pourrait continuer de même, pas besoin de raiser d'argent, mais là, comment on sera à un autre niveau? Est-ce qu'on est capable de s'entourer justement de monde ultra sharp Ouais, qui vont c'est ça. vouloir tu sais, nous amener à un autre niveau? Si la réponse c'est oui, est-ce que j'ai l'argent, tu sais, j'ai assez d'argent pour les compenser tu sais, au maximum de ce qu'ils valent? Puis est-ce que je vais être capable d'être compétitif avec les autres startups à haute croissance qui, elles, sont VC-back, puis elles ont un plan d'option? Fait que ça reste une question de compétitivité dans le marché aussi. Là. Exact. Parfait. Je Ouais, ramène au starter kit légal quand tu veux lever du cash éventuellement puis que tu ouais. commences. T'as-tu un autre artefact à dropper? Ouais. Le, la convention d'actionnaire, c'est un des bons points aussi à discuter. Puis, ça, il y a pas mal de débats aussi autour de ça. Là. Il y a de la philosophie juridique qui rentre là-dedans. Je disais que je suis de la philosophie que si tu sais que tu vas lever du financement, tu n'as pas besoin d'avoir une convention d'actionnaire typique de compagnie privée qui va avoir une tonne de clauses. Parce que c'est souvent dans des compagnies, dans des conventions d'actionnaires de compagnies privées, tu vas avoir des clauses qui disent OK, si on a besoin d'argent, les cofondateurs vont financer proportionnellement les Ouais. besoins de la compagnie. Mais tu sais, si tu as besoin de 14 millions pour ta startup de hardware pour construire des batteries électriques, ben, il n'y a aucune chance que les cofondateurs sortent 7 millions chaque. Là. Fait que tu sais, as Ok. comme plein de clauses comme ça que ça vaut même pas la peine de commencer à négocier puis à rentrer dans le détail.
Genre des histoires de close shotgun, de un va racheter l'autre pour un prix Ouais, ben, X, Y, shotgun, Z. ça peut être c'est vraiment utile si t'es deux fondateurs. Tu sais, mets ça au début tant que t'es juste Ouais. deux. Une fois que tu lèves du VC, ben là, après, elle va tomber parce que Ok, c'est bon. tu veux pas ça quand t'as plein de monde, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que tu sais, tu peux avoir une convention actionnaire ultra, ultra simple parce que tu sais qu'à la seconde où tu lèves du financement, les chances sont que tes investisseurs vont t'imposer le modèle, parce que tout dépend d'où ils viennent, là, mais habituellement, ils t'imposent le modèle CVC, là, qui est le Canadian Venture Capital Association, qui est comme des modèles de contrats de convention d'actionnaire pour des compagnies VC-backed. Fait que les investisseurs, mettons, qui sont américains ou Hmm. canadiens, institutionnels qui connaissent ça, ils vont dire, ben, tu sais, je veux pas commencer à essayer de deviner où est-ce que tu as caché ces clauses-là dans ton document de 60 pages. Je veux utiliser les modèles standardisés que au Canada et aux États-Unis, on utilise partout, puis qui sont souvent un petit peu modifiés à la sauce de chaque cabinet et tout ça. Mais l'idée, c'est de dire, je veux quelque chose que je reconnais. Fait que ta Ok. convention d'actionnaire que tu as fait au jour 1, ils vont souvent juste la tirer aux poubelles. Et donc, ça vaut pas la peine de mettre le paquet là-dessus, à moins que, encore une fois, il y a toujours des exceptions, s'il y a une forte chance que tu sois capable de t'auto-financer, puis que tu n'aies pas besoin de VC, ben Ouais. peut-être que là, tu vas dire, regarde, prendre le risque, je vais mettre un petit peu plus d'argent là-dessus, je vais faire de quoi qui fonctionne standalone, puis si jamais on lève du financement, on la tire au poêle, si on n'en lève pas, ben, on la gardera telle quelle. Fait que ça, Hmm. c'est un truc important quand même. Puis tu veux pas, c'est ça sert à rien de faire des trucs ésotériques, de genre, ok, je veux qu'on prenne les décisions à genre 99%, si telle personne n'est pas d'accord, tu as un droit de deuxième refus, une autre personne pour prendre une décision. Tu essaies de, idéalement, tu gardes ça le plus simple possible parce que ça va avoir une vie tellement, tellement courte, supposant que tu lèves du capital assez rapidement, qu'il n'y a pas besoin de micro-optimiser là-dedans, à mon avis, en tout cas. Ouais, c'est comme essayer de over-polir ton MVP quand tu sais que tu vas le jeter puis en recoller C'est un ça, genre from gold-plater les conventions scratch. actionnaires, il y a quand même peu de value là-dessus, là. Ok, mais vois-tu, ça a été comme contre-intuitif pour moi parce que j'étais comme, ah, tu sais, si t'es pour lever du VC, tu vas te padder légalement sur plein d'affaires, mais là-dessus, ça m'a comme appris de quoi de nouveau, là, tu sais, Mhm. j'étais fait, ah ouais, dans le fond, cet artefact-là, du moins, comme Il va tu dis, il va tomber, être, c'est ça. ouais, Ce qui ok, va être important là-dedans, puis c'est un bon segue à un prochain artefact, c'est ce qu'on appelle en VC un Restricted Share Agreement, ou en français, c'est l'équivalent d'une clause de qu'on appelle retrait des affaires, là. C'est dire qu'est-ce qui se passe avec les actions d'un cofondateur s'il quitte la compagnie. ok, ouais, Puis ça, tu peux en retrouver dans des clauses, dans des conventions d'actionnaires plus typiques, qui s'appellent retrait des affaires. En VC, on appelle ça des Restricted Share Agreements, puis on le sépare de la convention d'actionnaire pour panoplie de raisons qui sont pas super importantes, mais dans le fond, la raison pour laquelle tu veux ce document-là, puis c'est quasiment le seul élément là, que ton VC va regarder, c'est de dire, bon, si Frank, il jump ship, il s'en va de son sas demain, hmm, est-ce que il garde ses actions? Est-ce qu'il est perd? S'il est perd, à mhm. quel prix est-ce qu'on les rachète à 1$ pour le paquet? Est-ce qu'on les achète, Ouais, on fait une j'avoue, évaluation puis on les rachète à ce prix-là? Ça, c'est des questions qui se posent parce que une fois que toi t'es parti, c'est la même question qu'on se posait pour le bois mort de ton plan d'option. C'est-à-dire, comme il faut, ces actions-là, va falloir, quelqu'un va devoir les avoir si on veut te remplacer. Parce que si tu t'en vas demain, nécessairement, il y a quelqu'un qui va devoir te remplacer. Cette personne-là va avoir des attentes au niveau salarial et au niveau des options ou des actions. Donc, il faut être capable de les réallouer à quelqu'un. Puis ça fait partie des discussions intenses, importantes qu'on a entre que les fondateurs ont entre eux au début. Parce que ouais, tu sais, même sans l'existence d'un fondateur, excuse-moi, sans l'existence d'un VC dans le portrait, c'est une question qui se pose entre cofondateurs. Si c'est trois cofondateurs, tu vas être assuré que, en fond, chaque personne ne veut pas être le seul à ramer. Fait que puis tu veux t'assurer c'est quelque que chose tout le monde est qui, aligné. il y a un niveau, mettons, de chaos et d'imprévisibilité sur la structure des cofondateurs d'une équipe cofondatrice qui est super élevée, là. Tu sais, il y en a la quantité d'histoires de monde qui ont été des early founders, mais qui finalement sont plus dans le décor ou qui ont plus rapport. Fait fait que ça, c'est comme. C'est très tôt, ça confronte un petit peu l'équipe cofondatrice, à dire qu'est-ce qui se passe s'il y en a un de nous autres qui choke ou qui s'en va ou qui est plus content ou whatever. Puis Exact. si c'est pas en place comme document, le Restricted Share Agreement, c'est Mhm. Ouais. RSA, si c'est pas en place, il y a des VC qui vont peut-être dire hey man, va falloir que vous mettiez quelque chose en place ou c'est Ouais. pas un ça. Ouais. Ouais. Puis tu sais, Ok. ça aussi, c'est intéressant, là. Il y a certains VC qui vont pas le demander. Tu sais, j'avais des stats intéressantes là, que je pense que c'est 60% des. Je peux les retrouver là, puis pour pas dire de niaiserie, mais je pense que c'est 60% des compagnies seed stage canadiennes qui ont un restricted share agreement en place. Fait que, tu sais, les investisseurs vont souvent le demander, mais ça arrive quand même souvent aussi, disons 40% du temps dans cet exemple-là, que des investisseurs ne le demandent pas.
Donc, après, tu as une discussion intéressante à avoir entre. Parce que, tu sais, si ton investisseur te le demande pas, ça veut pas dire que entre cofondateurs, c'est pas important pour vous non plus. La Exact. question qui reste, c'est quoi l'implication que je dois avoir ou combien de temps je dois rester dans cette business-là pour mériter, disons, mon 33% de la compagnie dans mon exemple de 3 fondateurs. Parce que, tu sais, est-ce que le fait d'avoir eu cette idée-là, puis d'avoir parti le projet avec nous, c'est suffisant pour garder ton 33%, ou disons ton 33% ad vitam aeternam, ou est-ce qu'on s'attend à ce que tu rames avec nous pendant minimum 4 ans, par exemple, avant d'avoir droit à toutes tes actions? Fait que, tu sais, plein de Pour avoir discussions vécu, importantes. pour avoir vécu et entendu différentes choses dans les dernières années, je suis quasiment en train de me dire, genre, Chris, même si ton but, c'est pas de lever du capital de risque, peut-être qu'un RSA comme ça, c'est bon, là, d'avoir ça en Ouais, ouais. place, je sais pas. Ah, 100%, nous, on le recommande à, c'est pas mal à toutes les business. Puis après, on le recommande à toutes les compagnies qui ont plusieurs fondateurs. Après, la question, puis tu sais, est-ce que c'est sous forme de RSA, est-ce que c'est sous forme de retrait des affaires dans une convention d'actionnaire? Tu sais, juste, tu sais, philosophiquement, ça reste la même chose, là. Ok, C'est je comprends, ouais. quelqu'un qui s'en va perd ses actions. Après, la question, puis là, les paramètres qui sont intéressants, à mon avis, à discuter, c'est, tu sais, c'est quoi les paramètres de rachat? Est-ce que, tu sais, il y a des gens qui vont juste prendre la position, c'est une position comme un peu, tu sais, comme qui invite pas vraiment au débat, c'est de dire, ben, regarde, au minimum, si tu t'en vas, la compagnie va faire une évaluation, va essayer de voir combien elle vaut, puis va avoir l'option de te racheter tes actions pour ce qu'elle vaut. Comme ça, toi, comme fondateur, tu perds rien. Tu Ouais. étais là pendant 2 ans, tu as contribué à la valeur pendant 2 ans, tu t'en vas après 2 ans, tu vas recevoir un chèque, si la compagnie a les moyens, un chèque qui vaut la valeur de la compagnie, ton prorata. Ok. Ça, fair enough. Je veux dire, c'est correct. Tu peux aller un petit peu plus loin puis dire, ben regarde, c'est pas vrai que je vais te faire un chèque pour la totalité. Nous, on est là-dedans jusqu'à notre mort. Donc, on va se mettre un temps minimum qu'il faut contribuer pour avoir pour voir le premier dollar, exemple. Fait que tu préfères la même chose que des options, mettre un vesting 4 ans, puis dire, bon, ben regarde, tu les acquiers, disons, Ok. mensuellement, des affaires comme ça. Fait que ceux que tu n'as pas acquises, t'es perds, tu vois pas un sou de ça, mais celles que tu as acquises parce qu'ils ont vesté, tu vas t'y faire acheter à leur vraie valeur. Fait que tu sais, tu peux avoir des bons débats là-dessus, il y a beaucoup de philosophies aussi qui peuvent être différentes de bord et de l'autre, puis ça amène des discussions importantes sur, genre, combien de temps tu es prêt à sacrifier dans cette Mais, business-là, là. puis là, tu sais, au début de cette conversation-là, quand on parlait de Stock Option Plan, j'étais comme, ouais, mais tu sais, il y a des affaires entre co-founders que, tu sais, des objectifs ou du vesting entre co-founders, que ça, tu mets ça où? Tu mets ça dans la convention d'actionnaire? En tout cas, j'étais comme mêlé à propos de ça, mais là, j'étais en train de me rendre compte, dans le fond, ça serait dans un document qui tourne autour du retrait des affaires, c'est ça? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Dans le fond, si ça n'a pas besoin d'être super compliqué, si l'idée c'est genre, check, faut qu'on reste au minimum 4 ans pour avoir pour mériter, entre guillemets, la totalité de nos actions, ben, ça va être dans ton Restricted Share Agreement ou dans ta convention d'actionnaire par rapport au retrait des affaires où tu vas mettre cet élément temporel-là. Tu sais, il y a des gens qui vont plus Ok, loin que ouais. ça. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être super funky, mais tu sais, il y a des gens qui décident d'avoir des trucs un peu plus funky puis qui vont dire, regarde, tel cofondateur, la raison pour laquelle tu te joins à nous, là, la raison pour laquelle tu fais partie de l'équipe, c'est pour lever du financement. Fait que si t'es pas Ok, ouais. capable de lever 1 million dans les prochains 12 mois, t'as aucune action, ciao bye. Si t'es capable d'atteindre ce milestone-là, tu vas les avoir. Fait que tu peux avoir des milestones sous forme ou du vesting sous forme de milestone plutôt que temporel, là, juste attendre 4 ans. Mais ça, c'est un petit peu plus rare, au moins pour des fondateurs entre eux, c'est plus rare. Mais ça se voit de temps en temps quand tu es capable de mettre un chiffre précis Hmm. sur les milestones que tu veux atteindre. Mais ce que j'arrête pas de penser depuis tout ce temps-là, c'est peut-être qu'il y a du monde qui vont trouver ça overkill, qui veulent lever du VC ou pas, là, de parler de ça, mais qui veulent lever du VC, c'est important. On comprend Ouais, pourquoi ouais. que tu veux que ce soit là. Tu vas avoir d'autres parties intéressées qui veulent savoir, hey, what the fuck happened si lui ou elle s'en va. Fait que ça, je comprends, mais mettons, pour des bootstrappers, même, je me dis, le fait de travailler, mettons, entre cofondateurs et ou avec ton avocat, mettons, avec Leviat, sur genre une clause de retrait des affaires ou un RSA, peu importe, ça fait le forcing function d'exercice de vision puis d'alignement pour les Mhm. cofondateurs que la majorité des fois que ça chie entre cofondateurs, c'est parce que ce genre d'exercice-là n'a pas été fait. Fait qu'il n'y a pas eu de projection de hey, à tel genre de
fourche, mettons, comment toi tu vas réagir, tu sais, à quel point t'es sérieux, dans le fond, là-dedans? Tu sais, t'es-tu genre, no stress, ça prend 10 ans, plus des milestones, plus des objectifs, je vais le prendre, le deal? Fait que, il y a comme de quoi d'intéressant de le faire pareil, genre, même si ça peut sembler overkill si tu bootstrap. Anyway, c'est Ouais, mes tu sais, ramblings, là. la discussion est super importante à avoir, puis ça met sur la table les points de discussion importants. Après, tu sais, souvent, la raison pour laquelle presque tout le monde tend vers en mettre une dans leur convention actionnaire ou d'avoir un restricted share agreement, même sans l'existence d'un VC, c'est de dire, tu sais, si mettons on est trois, là, mettons qu'il y en a deux sur trois qui s'en vont. Celui qui reste, y a-tu vraiment le goût de continuer à travailler pour en bénéficier aux deux autres? Tu sais, imagine une compagnie bootstrap où t'en as un, tu sais, les deux s'en vont, il y en a un qui reste, puis il fait toute la, tu sais, il travaille juste pour toutes les autres. Puis tu sais, tout le monde s'enrichit à ses dépens à lui. Tu sais, je veux dire, t'enlèves l'incitatif à la personne qui reste de faire ça. Donc, tu sais, tout le monde a comme un incitatif commun de juste trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, puis un timeline qui fonctionne pour tout le monde, là. Ouais, parce que quand t'es bootstrapped au début, puis que t'es peut-être naïf, inexpérimenté ou whatever, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui rentre puis qui dit hey, moi je vais être actionnaire avec vous autres parce que j'ai 100 000 à mettre. Puis là, 100 000 là au début, t'es comme hey man, ça va nous sauver la vie, ça va nous permettre de manger. Puis au final, cette personne-là, elle rentre, mais genre, à part contribuer son 100 000 puis ses 2-3 introductions de genre personnes autour d'elle qu'elle connaît, elle fait plus rien après. Puis tu rides, tu sais, la croissance pour elle sans qu'elle fasse rien. Mhm. Fait que Ouais. s'il y a des... Ouais, pour vrai, ça, c'est un super bon exemple qu'on voit quand même de temps en temps, là. Puis là, toutes les fois, c'est tricky. Ouais, ça donne des bons exemples. Mais c'est quand même tricky aussi, parce que là, ce que tu dis, c'est, est-ce que, en fond, tu sais, je pense qu'à mon avis, c'est important de segmenter l'actionnariat que la personne a comme cofondateur, opérateur, là, tu sais, celui qui va être Investisseur. dans la business, ouais, exact, versus investisseur. Parce Ok, que ouais, fair, quand tu commences à fair. mélanger les deux, puis souvent les gens le font, là, parce qu'ils juste, ils réfléchissent pas trop à ça, puis ils disent, bah, juste, Ouais. Philosophiquement, c'est pas la même chose. c'est ça. Précisément, c'est pas la même chose. Parce que c'est lui le gars qui a mis son 100 000 lui, son 100 000, il est pas conditionnel à un apport particulier. Son apport, c'était son 100 000. Ouais. Et c'est d'autres que c'est, je vais rouler la shop pendant les 4 prochaines années. Fait que tu veux vraiment segmenter ces trucs-là. Si quelqu'un lui met du cash, tu dis, ben, regarde, tu veux mettre de l'argent, investis sous forme de note convertible ou sous forme de safe, whatever. Supposons que ça fait bien à ça. Mais, tu sais, ça va se limiter à ça. Ou tu pourrais peut-être avoir un petit peu d'équité upfront juste pour avoir contribué à packager le truc ensemble. Mais tu n'auras pas 25% de la compagnie pour ton chèque de 100 000. Parce que ça, souvent, ça crée des frictions vraiment, vraiment importantes. Souvent, tu sais, à la seconde où tu commences à lever du financement des valorisations des valorisations plus élevées. Tu sais, mettons, tu fais ton seed round à genre 10 millions de valorisation. Mais celui qui a 25% pour avoir mis 100 000, évidemment, de son point de vue à lui, tu sais, c'est lui qui a créé ce truc-là, c'est lui qui l'a mis en vie parce que sans l'argent, il n'y aurait rien eu. De l'autre côté, les autres actionnaires sont là, tabarouette, mais je suis en train de faire une grosse partie de la job pour cette personne-là. Fait que, Ouais. en tout cas, on peut en parler longtemps, là. Ouais. Ben, est-ce que tu dirais que un réflexe à avoir pour les entrepreneurs fondateurs, mettons, là, les cofondateurs, ce serait de dire, ben, quand il y a défini la nature de l'argent qui rentre, est-ce que c'est de l'argent et ou du temps qui rentre pour quelqu'un qui va être cofondateur puis opérateur, ou est-ce que c'est de l'argent qui rentre en mode investissement? Puis moi, ce que je me dis, c'est si c'est de l'argent qui rentre en mode investissement, ben, que toutes les parties en soient conscientes puis le reconnaissent dans les différentes conventions ou clauses qui existent, t'sais. C'est-à-dire, si c'est vraiment du cash qui t'amène, ben c'est pas vrai que tu vas genre avoir un C sur toute la vision, sur toutes les décisions, que tu vas pouvoir bloquer des gros moves ou whatever, genre. Fait que on dirait que dans ma tête, c'est de même, je réfléchirais à ça, mais... Ouais, absolument. Moi, je dis, tu sais, voyons, segmentons l'apport en temps comme cofondateur versus l'apport en capital. L'apport en capital, traitons-le comme un investissement standard. Assoyons-nous ensemble, déterminons la valorisation de la compagnie pour le montant que tu viens. On va te donner un instrument financier, un safe, une note convertible ou même de l'équité, ça pourrait être de l'équité, mais trouvons quelque chose, ayons une discussion intelligente autour de ça pour que ça vive bien dans le temps. Parce que, mettons, 100 000 pour, je sais pas, là, mettons on a vu mettons, des 100 000 pour 50% de la compagnie pour un investisseur 100% passif. T'es là, ça va être tough à expliquer à tes investisseurs après. Même, genre, le cofondateur, il est un peu,
sera pas très Ben, on sait enchanté pas de en tout même ça. temps, il était où, genre, dans sa tête ou dans sa vie personnelle quand il a dit oui à ça, tu sais. Mais pour vrai, souvent, c'est juste que c'est des gens qui sont, tu sais, sont loin de l'écosystème du VC. Fait qu'ils savent pas là, que, mettons, la valo, que la valo minimum, tu as une idée, tu te réveilles le matin, tu as une idée, puis ça vaut 3 millions. Là. Fait que, tu sais, puis là, je dis des exemples, mais tu sais, Je je veux comprends. dire, c'est vraiment rare qu'il y ait des business qui lèvent à des valos moins que ça. Fait que, tu sais, souvent, il y a des gens qui savent pas, ils disent, bah, crime 100 000, ça a l'air, j'ai besoin de ça pour starter, ça a l'air d'avoir bien Mais du ça te sens. Puis, bloque après. c'est ça, puis ça va te bloquer après. Fait que autant le cofondateur va être un peu embêté par la situation plus tard que tes investisseurs vont dire, tabarouette, est-ce que, tu sais, qu'est-ce que ça dit du cofondateur? De un, il a pris peut-être une mauvaise décision au début, mais fair Ok, enough. ouais. Mais de deux, est-ce que le Ouais. cofondateur, lui, il a un incitatif suffisamment élevé pour continuer à rouler Pour ça? Parce que là, continuer. il y a une grosse partie de la tarte qui est partie à quelqu'un qui est plus là, là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut garder en tête puis qui valent la peine de discuter, là. Fait que Guy, pour recap, je les ai notés parce que, un, ça m'intéresse, mais deux, je voulais pouvoir les recaper comme du monde. On aurait comme parlé de 5 artefacts, si je ne Ouais, m'abuse. Fait que la cession de propriété intellectuelle pour des contractants ou des temps partiels si t'es pas rendu à avoir des contrats de travail pour des gens à temps plein. Ça, pour pas mal tout le monde, basically. mhm, Ensuite, on aurait le plan d'option d'achat. Fait que pour les employés, on aurait une convention d'actionnaire relativement lean parce qu'elle n'aura pas une durée de vie de fou. On aurait un RSA ou des clauses de retrait des affaires par rapport aux différents cofondateurs, ce qui se passe s'ils partent ou pas. mhm, Puis non-compete, non-solicitation, entre autres pour les fondateurs, les cofondateurs. exact. C'est pas mal ça. Ouais, j'ajouterais peut-être un sixième qui est. Puis, tu sais, évidemment, il y a comme une tonne de trucs juridiques qui Mais là, s'ajoutent, on mais je te essaye de dirais que le ça, c'est mettre comme. Ouais, c'est ça. C'est si, mettons, tu dis genre le strict starter. minimum, là, exact. Le strict minimum, là, j'ai un Ouais. budget limité, let's go, fais-moi le strict minimum, ça serait ça. J'ajouterais que, encore dans les différences, genre PME, Pet Shop versus compagnie VC-backed, une des grosses différences, c'est la capitalisation, le capital action. Fait que les catégories d'actions que tu vas avoir, Hmm. leur droit va être vraiment différent. Souvent, dans une compagnie familiale, mettons que tu as deux frères, deux parents dans la compagnie familiale, tu vas souvent avoir, mettons, des actions ordinaires de différentes catégories. Fait que les ordinaires de série 1, 2 ou catégorie A, B, C, D, tout le monde va avoir des actions participantes, votantes différentes. Des fois, tu vas avoir des gens avec plus de votes que d'autres. Fait Mhm. que, tu sais, plusieurs façons funky de le faire. L'objectif principal, c'est de pouvoir verser des dividendes à des personnes différentes pour qu'ils puissent faire une planification salaire-dividende personnelle. Fait que, exemple, Ouais. si la personne a déjà un gros bracket d'impôt, il va pas se payer un salaire de 700 000 s'il a besoin juste de 50 000 pour vivre, il va se payer un salaire de 50 000, puis la différence va se reverser en dividendes, disons, dans son holding. Puis Mhm. ça, t'as pas ça dans une compagnie VC-back. T'as pas besoin de ça parce que, de un, il n'y a pas de planification fiscale optimale à avoir au niveau du versement de dividendes si la compagnie va brûler tout le cash qui va Exact. rentrer pour la croissance. Et Ok. tu veux pas avoir un capital action qui est genre trop compliqué que tes investisseurs vont regarder ça puis ils sauront pas c'est qui est payé en premier Ouais. lorsqu'il vient le temps de vendre. Fait que souvent, puis encore une fois, il y a toujours des exceptions pour des particularités funky, mais la règle de pouce habituelle, c'est disons que tu as trois cofondateurs individus, tu vas avoir une catégorie d'actions ordinaire, c'est les trois fondateurs qui ont la même catégorie d'actions, même droit, rien de particulier, pas besoin de micro-optimiser la fiscalité personnelle de tout ça, anyway, genre, pas de- peu de choses à faire, puis tu vas avec ça. Pas essayer Ok. d'être trop ésotérique là-dedans. Il existe des particularités si, mettons, tu as des fiducies familiales, des choses comme ça, mais encore une fois, euh, tu sais, le plus simple, le mieux, surtout quand tu sais, tu vas savoir dans les 12 prochains mois si ton projet marche ou pas, là. Puis ce capital action-là, c'est le nom d'un document, basically, ça, Ouais. Guillaume, on C'est s'entend? quand tu incorpores ta compagnie, ouais. OK. Ben, ce capital action-là, quand que les VC rentrent, mettons, lui, il est modifié ou il y en a un nouveau qui est généré Ouais, ou... Parce exact. que Fait que, ce sera pas les mêmes types d'actions nécessairement pour tout le monde une fois que ça ouais, c'est exactement arrivé. ça. Fait que, tu sais, ton capital action, il existe à la constitution de la compagnie, tu peux le modifier quand tu veux. Quand ton VC va embarquer, il va regarder ce que tu as fait, il va dire, ah, parfait, il y a juste des actions ordinaires pour les fondateurs, sweet. Ensuite, les investisseurs, fait que ton VC, eux, vont souvent vouloir investir en actions privilégiées convertibles, fait qu'ils vont modifier ton capital action pour créer leur propre catégorie juste à eux. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas 14 catégories ésotériques avec des droits particuliers avec des Ouais. gens. Tu sais, on a vu, par exemple, tu sais, des compagnies qui voulaient être VC-back où tu avais un actionnaire
genre le cousin de quelqu'un qui avait des actions privilégiées non votantes de gel, une personne avec des actions multivotantes, pas participantes, tu sais, le VC arrive là-dedans puis dit, tu sais, genre je veux pas, comme je veux Ouais. pas avoir à me poser la question, l'argent va être distribué à qui une fois qu'on vend la compagnie, là. Il faut que ce soit le Mais plus simple possible. ça revient, ça me fait beaucoup penser parce qu'on en a pas parlé au début de la conversation, là, mais genre, on a fait une étude de cas en profondeur sur le financement Mhm, de Gaia, qui ont mhm. levé une série A, si je ne m'abuse. Ouais. Ouais. Puis un des conseils justement que toi tu donnais dans tes sections de ce case study-là, c'est nettoyer un peu ta cap table avant d'aller lever du capital. Puis Ouais. ça, c'est un exemple de cap table un peu comme sale ou messy qui rend les choses plus compliquées. D'ailleurs, saspace.com/blog, étude de cas, Léviat, Gaia, si le monde veut aller voir. C'est en profondeur. Là. Marc-André Campagna, le CEO, il a donné un paquet de témoignages verbatim, puis Q&A, excuse, répondait à plusieurs questions que j'avais, puis toi aussi, t'as donné du gros knowledge. Fait que Mhm. je pense qu'on peut rediriger le monde là-dessus aussi. C'est sûr que c'est pour du monde qui sont rendus un peu plus loin que la discussion qu'on a aujourd'hui, mais méga pertinent. Puis, tu sais, ce qui est Euh, intéressant, juste pour faire un petit closing sur le startup ouais, ben package oui. là, de VC, c'est que ces choses-là, c'est des choses qui sont vraiment spécifiques au VC. Fait que, tu sais, ce que j'ai dit là, tu sais, il y a des gens, mettons, tu sais, des avocats qui font plus entre guillemets, traditionnel, là, des PME plus traditionnels, vont pas nécessairement être au courant de c'est quoi ces documents-là, puis c'est quoi que les VC là, veulent Ouais, voir. Puis d'un autre côté, on a vu souvent, mettons, des avocats qui font que du VC, qui vont voir des documents de business traditionnels qui, eux, vont juste à dire, genre, pourquoi, tu sais, pourquoi c'est comme ça. De l'autre côté, mettons, tu vas avoir le fiscaliste de la compagnie qui va dire, ben non, mais tu devrais faire genre un capital action funky, micro-optimisé pour les dividendes. Mais là, après, la question, c'est, tu sais, est-ce que tu te fais conseiller par des gens qui comprennent c'est quoi les prochaines étapes de ta ouais, croissance, puis que t'écoutes les bonnes personnes. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de, genre, d'en jaser autour de toi, de voir d'autres fondateurs, genre, hey, toi, tu fais quoi, là, genre, tu sais, comment ouais. t'as fait ça, puis de jaser avec du monde qui connaît ça pour être sûr que tu t'en vas dans la bonne direction, parce que c'est, genre, ça coûte la même affaire le faire comme du monde que de le faire tout croche. Fait que aussi bien le faire comme du monde dès le début. Je trouve que ça vaut la peine de jaser à du monde qui sont déjà passés par là. Ouais, c'est un excellent conseil pour closer. Vraiment. Puis en tout cas, on pensait parler de deux, trois sujets. Finalement, on s'est concentré sur Ouais. le starter kit en termes d'artefacts Lego pour une compagnie qui veut lever du VC. D'autres, c'est beaucoup de stock, bien knowledgeable, de la grosse gestion clé pour moi à faire comme d'hab. Puis je te remercie, mon vieux. C'est toujours un plaisir. Bye bye! Salut, man.